Inabo, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter le grand boxeur afro-américain John Arthur Jack Johnson. Il était né le 31 mars 1878 à Galveston aux États-Unis. Ses parents s'appelaient Henry et Tina Johnson. Ils étaient des anciens esclaves employés comme concierges et plongeurs. Jack était le troisième enfant parmi 9. Son père Henry avait servi dans le régiment de soldats noirs pendant la guerre civile aux États-Unis. Jack avait passé son enfance à Galveston, au Texas. Il était allé en ce lieu à l'école pendant 5 ans. À l'adolescence, Jack était un garçon faible et fragile. Après l'école, Jack fit plusieurs petits boulots, jusqu'au jour où il rencontra Walter Lewis qui était peintre de calèches. Il proposa un apprentissage et de l'emploi à Jack. C'était à travers Lewis, qui était ami à plusieurs boxeurs, que Jack développa une passion pour la boxe. Depuis ce temps, il commença à boxer lui-même. À 16 ans, Jack s'installa provisoirement à New York où il travailla comme entraîneur de chevaux. Après le licenciement, il retourna dans sa ville natale Galveston, où il travailla comme concierge dans la salle de sport d'un boxeur poids lourd. Étant ambitieux, il économisa de l'argent pour s'acheter ses premiers gants et s'entraînait occasionnellement. Il était victorieux lors de son premier combat illégal. Il remporta un prix $1.50. Le 1er novembre 1898 à Galveston, Jack débuta la boxe professionnelle en affrontant Charlie Brooks pour le titre de champion poids moyen de l'État du Texas. C'était un combat de 15 tours, mais Jack remporta la victoire du deuxième tour. Il remporta son troisième combat professionnel le 8 mai 1899 à Chicago contre le boxeur afro-américain John W. Haynes. Le 25 février 1901 à Galveston, Johnson affronta Joe Schwensky, un boxeur poids lourd populaire et expérimenté. Jack fut vaincu. Comme la boxe n'était pas autorisée au Texas, les deux boxeurs furent emprisonnés pour cela. Ils y passèrent quelque temps et furent libérés. Selon Jack, son séjour en prison auprès de Schwensky fut un avantage pour lui, car Schwensky l'entraînait et il aurait appris de bonnes techniques de boxe. Dès lors, Jack avait toujours remporté les combats si bien qu'il pouvait combattre pour le titre de champion du monde des poids lourds de couleur. Ce titre était réservé uniquement aux boxeurs noirs à cause de la ségrégation raciale. Tandis que le titre mondial des poids lourds était réservé aux boxeurs blancs. Le 21 octobre 1902, Johnson battit l'ancien champion poids lourd noir Frank Shield. Jusqu'en 1903, Jack avait remporté au moins 50 combats contre des adversaires blancs et noirs. Le 3 février 1903, Jack remporta son premier titre, le championnat du monde des poids lourds de couleur contre le boxeur noir Denver Ed Martin. Le 10 octobre 1904, Jack remporta pour une seconde fois le combat contre Denver Ed Martin. Jack, tout comme les autres boxeurs noirs, avait milité longtemps pour devenir régulièrement champion du monde des poids lourds. À cause de la ségrégation raciale, cela leur avait toujours été refusé. Par exemple, le boxeur blanc James J. Jeffrey, qui était champion du monde des poids lourds, avait refusé d'affronter un noir comme Jack. Le combat entre le boxeur blanc Tommy Burns et Jack pour le titre de champion du monde avait eu lieu le 26 décembre 1908 en Australie. C'était un combat de 20 tours qui se terminèrent au 14e tour avec la victoire de Jack. C'était la police qui avait interrompu le combat au 14e tour pour empêcher au boxeur blanc Burns d'être frappé totalement au KO par Jack. Jack garda le titre du championnat du monde des poids lourds de couleur jusqu'au jour où il remporta le combat en 1908 contre le boxeur blanc Tommy Burns qui détenait le titre mondial des poids lourds. C'était en ce moment que Jack devrait abandonner le titre de championnat du monde des poids lourds de couleur pour prendre le titre mondial des poids lourds. Il était le troisième boxeur qui avait gardé longtemps ce titre de boxe. La victoire de Jack contre Burns était une raison d'énervement et de honte pour la communauté blanche. Par conséquent, cela avait aggravé aux États-Unis la haine des Blancs contre les Noirs. Par exemple, au lieu de féliciter de nouveaux champions du monde, les médias le ridiculisaient, le calomniaient, etc. Même avant le début du combat, les journalistes tenaient des propos racistes contre Jack.
Jack était devenu le champion du monde poids lourd le plus célèbre depuis les débuts de la boxe et l'homme noir le plus célèbre de son époque. Les journalistes racistes exprimaient leur désir qu'un blanc puisse récupérer un jour le titre mondial des poids lourds. Ils parlaient ainsi du grand espoir blanc. Depuis que Jack possédait le titre mondial des poids lourds, il avait livré victorieusement jusqu'en 1909 des combats contre plusieurs blancs que la communauté blanche considérait comme le grand espoir blanc. En 1910, l'ancien champion du monde invaincu des poids lourds du nom de James J. Jeffries qui était à la retraite, avait après plusieurs supplications finalement accepté de combattre contre Jack pour prouver qu'un blanc serait meilleur à un noir, car il avait été sollicité par la communauté blanche. Le 29 octobre 1909, Jack et Jeffries avaient signé un accord pour combattre pour le championnat du monde des poids lourds. Lorsque le combat approchait, les tensions entre les blancs et les noirs augmentèrent. Pour la sécurité des deux boxeurs, il était interdit d'introduire au stade de boxe des armes, de l'alcool et la présence de personnes ayant bu exagérément de l'alcool n'était pas tolérée. Le combat eut lieu le 4 juillet 1910 devant un très grand nombre de spectateurs. Durant toute sa carrière de boxe, Jeffries fut mis pour la première fois au sol par Jack. Cela s'était produit à 2 reprises. Pour empêcher la victoire au KO par Jack, le manager de Jeffries avait interrompu le combat. Jeffries était touché par la défaite, mais il avait quand même eu le courage de féliciter Jack le champion du monde pour sa performance en ajoutant ceci. Je cite, « Je n'aurais jamais pu battre Johnson à mon apogée. Je n'aurais pas pu le battre. Non, je n'aurais pas pu égaler son talent en Milan. » Le combat entre Jack et Jeffries était considéré comme le « combat du siècle ». À son époque le combat avait rapporté $65 000 à Jack. La victoire de Jack avait fermé la bouche de ceux qui le critiquaient et qui avaient qualifié sa victoire sur Tommy Burns d'insignifiant, car Jeffries était leur « grand espoir blanc ». Jack était admiré de beaucoup de téléspectateurs et de certains journalistes malgré eux. Dans la soirée du jour du combat, de nombreuses tensions raciales s'élevèrent à travers les États-Unis. Pendant que de nombreux blancs se sentaient humiliés par la défaite de Jeffries, car leur théorie de la suprématie blanche était remise en question, les Noirs quant à eux, fêtaient la victoire de Jack comme une victoire pour le progrès racial. Partout aux États-Unis, les Noirs organisaient des défilés spontanés et se rassemblaient pour des réunions de prière. Cette joie des Noirs énervait la communauté blanche si bien qu'il y avait partout aux États-Unis, des affrontements entre les Noirs et les Blancs et beaucoup de morts dans les deux camps. Après sa victoire, Jack refusa de combattre contre les boxeurs noirs. Selon lui, les combats contre les Blancs lui rapportaient plus d'argent. Ce comportement de Jack énerva la communauté noire, car Jack empêchait par son refus, aux Noirs d'avoir l'opportunité de lutter pour le titre mondial des poids lourds. Finalement Jack livra un combat contre le boxeur noir Johnson le 19 décembre 1913 à Paris. C'était la première fois dans l'histoire de la boxe que 2 boxeurs noirs s'affrontaient pour le titre mondial des poids lourds. Grâce au match nul, Jack avait conservé son titre. Le 5 avril 1915, Jack perdit son titre face au boxeur blanc du nom de Jesse Willard. Après sa défaite, Jack n'avait plus combattu pour un titre que ce soit. Il combattit professionnellement jusqu'en 1938, à l'âge de 60 ans. Après cela il livra des combats privés. Le dernier combat privé datait du 27 novembre 1945 à l'âge de 67 ans. Jack vivait très bien, car il gagnait beaucoup d'argent avec les publicités pour les produits pharmaceutiques qu'il faisait. Il vivait dans le luxe, il aimait les voitures de course, les habits de haute qualité et les femmes. À l'époque de Jack, les relations amoureuses entre les Noirs et les Blancs étaient interdites. Mais Jack ne se soumettait pas à ces lois racistes. Ses copines étaient en grande majorité des prostituées blanches. En juillet 1912, Jack avait ouvert une boîte de nuit à Chicago qui s'appelait « Le Café de Champion ». Cette boîte de nuit était ouverte aux Blancs et aux Noirs. En 1920, il avait ouvert une boîte de nuit à Harlem. Elle était ouverte aux Noirs. Mais il la revendit 3 ans plus tard. En 1911, Jack avait adhéré à la franc-maçonnerie de Dundee par l'intermédiaire d'une connaissance. Malgré qu'il fût membre de la loge numéro 225 de Forfar et Kincardine, la communauté blanche s'opposa à son adhésion à cause de sa peau noire. Même son adhésion à la loge de Forfarshire fut annulée. Jack avait épousé des femmes noires et blanches. Mais son mariage avec la blanche Lucille Cameron fut une raison de poursuite judiciaire le 18 octobre 1912, car l'on accusait d'avoir violé la loi de Mann Act qui interdirait le trafic de femmes de lieu en lieu aux États-Unis pour des raisons immorales. L'on qualifierait l'épouse de Jack de prostituée, pendant que sa mère la qualifiait de malade mentale. Le refus de coopération de Lucille Cameron avec la justice avait permis d'innocenter Jack. Quelques mois plus tard, Jack fut jugé par un jury raciste pour la même cause que la première,
car la prostituée blanche du nom de Belle Schreiber aurait déclaré avoir entretenu des relations amoureuses avec Jack entre 1909 et 1910. Or la relation amoureuse avec cette prostituée avait existé avant le vote de la loi du Mann Act. Il fut condamné à 1 an et 1 jour de prison. Jack fut libéré sous caution et s'exila avec son épouse blanche Lucille Cameron en Europe, au Mexique, au Canada, en Amérique du Sud. Jack retourna aux États-Unis le 20 juillet 1920. Il se rendit aux autorités fédérales à la frontière mexicaine et fut emprisonné à Leavenworth en septembre 1920 pour purger sa peine. Il fut libéré le 9 juillet 1921. Le 10 juin 1946, Jack était avec son ami dans un restaurant. Il était sorti très mécontent de ce restaurant, car à cause du racisme, les employés avaient refusé de le servir. C'était à la sortie de ce restaurant qu'il eut en cours de route un accident de voiture. Son ami avait survécu à cet accident. Mais Jack étant blessé, fut conduit à l'hôpital Saint-Agnès où étaient soignés les Noirs. Il décéda le même jour. Leçon à tirer, John Arthur Jack Johnson était un très grand boxeur, un homme d'affaires. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour reconnaître ses talents et les promouvoir, il était très ambitieux et confiant en lui-même, le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est le grand boxeur afro-américain John Arthur Jack Johnson qui avait ébranlé la théorie de la suprématie blanche et qui avait ses propres stratégies pour atteindre ses objectifs malgré le racisme de la société blanche. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de sauce aux oignons et au poulet, puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon originaire de la Martinique. Je cite: « La violence avec laquelle s'est affirmée la suprématie des valeurs blanches, l'agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou de pensée de colonisés font que, par un juste retour des shows, le colonisé ricane quand on évoque devant lui ces valeurs. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être.
Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.